L'éclaireur par Gustave Aimard, épisode 1. C'était vers la fin de mai 1855, dans un des sites les plus ignorés d'immenses prairies du Far West, à peu de distance du Rio Colorado del Norte, que les tribus indiennes de ces parages nomment, dans leur langage imagé, le fleuve sans fin, aux lames d'or. Il faisait une nuit profonde. La lune aux 2/3 de sa course montrait, à travers les hautes branches des arbres, sa face blafarde, dont ne s'échappait qu'avec peine de minces rayons d'une lumière tremblotante qui ne laissait distinguer que vaguement les accidents d'un paysage abrupt et sévère. Il n'y avait pas un souffle dans l'air, pas une étoile au ciel. Un silence de mort planait sur le désert. Silence interrompu seulement à de longs intervalles par les glapissements saccadés des coyotes en quête d'une proie, ou les miaulements ironiques de la panthère et du jaguar à l'abreuvoir. Pendant les ténèbres, les grandes savanes américaines, où nul bruit humain ne trouble la majesté de la nuit, prennent, sous l'œil de Dieu, une imposante splendeur qui remue à son insu le cœur de l'homme, le plus fort, et le pénètre malgré lui d'un religieux respect. Tout à coup les branches serrées d'un buisson de floripondiaux s'écartèrent avec précaution, et dans l'espace, laissé vide, apparut la tête anxieuse d'un homme dont les yeux brillants comme ceux d'une bête fauve lançaient dans toutes les directions des regards inquiets. Après quelques secondes d'une immobilité complète, l'homme dont nous parlons quitta le buisson au milieu duquel il était caché et s'élança d'un bond d'eau dehors. Bien que son teint hâlé eût atteint presque la couleur de la brique, cependant, à son costume de chasse et surtout la nuance blonde de ses longs cheveux et à ses traits hardis, francs et accentués, il était facile de reconnaître en cet homme un de ces audacieux coureurs des bois canadiens dont la forte race s'éteint, tous les jours étant à disparaître avant peu. Il fit quelques pas, le canon de son rifle en avant, le doigt sur la détente, inspectant minutieusement les taillis et les fourrés sans nombre qui l'entouraient. Puis, rassuré probablement par le silence et la solitude qui continuaient à régner aux environs, il s'arrêta, posa à terre la crosse de son rifle, pencha le haut du corps en avant et imita à s'y méprendre le chant du sans-oncle, le rossignol américain. À peine la dernière modulation de ce chant, doux comme un soupir d'amour, vibrait-elle dans l'air, que du même buisson qui déjà avait livré passage aux chasseurs, s'élança un second personnage. Celui-ci était un Indien. Il vint se placer auprès du Canadien, et après quelques secondes de silence. « Eh bien, lui demanda-t-il, en affectant une tranquillité peut-être loin de son cœur. « Tout est calme, répondit le chasseur. La Siwatl peut venir. L'Indien secoua la tête. Depuis le lever de la lune, Match-Sicared est séparée de l'églantine. Il ignore où elle se trouve en ce moment. Un bienveillant sourire plissa les lèvres du chasseur. L'églantine aime mon frère, dit-il doucement. Le petit oiseau qui chante au fond de son cœur l'aura guidé sur les traces du chef, Match-Sicared. A-t-il oublié le chant avec lequel il l'appelait à ses rendez-vous d'amour dans la tribu? Le chef n'a rien oublié. Qui l'appelle donc alors? L'Indien ne se fit pas répéter cette invitation. Le cri du Walcon s'éleva dans le silence. Au même instant, on entendit un froissement de branches, et une jeune femme, bondissant comme une biche effrayée, vint tomber haletante dans le bras du guerrier indien qui s'était ouvert pour la recevoir. Cette étreinte n'eut que la durée d'un éclair. Le chef, honteux sans doute devant un blanc, bien que ce blanc fût son ami, du mouvement de tendresse auquel il s'était laissé entraîner, repoussa froidement la jeune femme en lui disant, d'une voix dans laquelle ne perçait aucune trace d'émotion, « Ma sœur est sans doute fatiguée,
Nul danger ne la menace en ce moment. Elle peut dormir, des guerriers veilleront sur elle. L'églantine est une fille commanche, répondit-elle d'une voix timide. Son cœur est fort. Elle obéira à Matsi Kared, l'aigle volant, sous la protection d'un chef aussi redoutable, elle. C'est qu'elle est en sûreté. L'Indien lui lança un regard empreint d'une indicible tendresse, mais reprenant presque aussitôt cette apparente impassibilité dont les peaux rouges ne se départent jamais. Les guerriers veulent tenir conseil. « Que ma sœur dorme, dit-il. La jeune femme ne répliqua point. Elle s'inclina respectueusement devant les deux hommes, et, s'éloignant de quelques pas, Élèse blottit dans l'herbe, ferma les yeux et s'endormit, ou parut endormir. Le Canadien s'était contenté de sourire en voyant le résultat obtenu par le conseil qu'il avait donné aux guerriers. Il avait écouté, en hochant approbativement la tête, les quelques mots échangés entre les deux peaux rouges. Le chef, abîmé dans ses pensées, resta quelques instants, les yeux fixés avec une expression indéfinissable sur la jeune femme endormie. Enfin, il passa à plusieurs reprises la main sur son front, comme pour dissiper les nuages qui assombrissaient, son esprit estournant vers le chasseur. « Mon frère, le visage pâle a besoin de repos, un chef veillera, dit-il. Les coyotes ont cessé de glapir, la lune a disparu, une bande blanchâtre s'élève à l'horizon, répondit le Canadien. Le jour ne tardera pas à paraître, le sommeil a fui mes paupières, les hommes doivent tenir conseil. L'Indien s'inclina sans répondre. Posant son fusil à terre, il ramassa plusieurs brassées de bois sec qu'il porta auprès de la dormeuse. Le Canadien battit le briquet. Bientôt le feu jaillit, le bois s'embrasa, la flamme colora les arbres de ses reflets sanglants. Alors les deux hommes s'accroupirent auprès l'un de l'autre, bourrèrent leur calumet de manaché, le tabac sacré, et commencèrent à fumer silencieusement, avec cette imposante gravité que les Indiens, en toutes circonstances, apportent à cette symbolique opération. Nous profiterons du moment de répit que nous offre le hasard pour faire le portrait de ces trois personnages appelés à jouer un rôle important dans le cours de ce récit. Le Canadien était un homme de 45 ans environ, haut de 6 pieds, anglais, long, maigre et sec. Nature nerveuse composée de muscles faits de nerfs, parfaitement adaptée au rude métier de coureur des bois qui exige une vigueur et une audace au-delà de toute expression. Comme tous ses compatriotes, le Canadien présentait dans ses traits le type normand dans toute sa pureté. Son front large, ses yeux gris pleins de finesse, son nez un peu recourbé, sa bouche grande et garnie de dents magnifiques, les épais cheveux blonds mêlés de quelques fils d'argent qui s'échappaient de son bonnet de peau de loutre et tombaient, énormes boucles sur les épaules, tous ces détails donnaient à cet homme une physionomie ouverte, franche et loyale qui appelait la sympathie et plaisait de prime abord. Ce digne géant nommé Bonaire, mais connu seulement dans les prairies par le sobriquet de Bonaffut, sobriquet qu'il justifiait amplement par la justesse de son coup d'œillet, son adresse à découvrir les repères des bêtes fauves, était né aux environs de Montréal. Mais emmené tout jeune dans les grands bois du Haut-Canada, la vie du désert avait eu tant de charme pour lui qu'il avait renoncé à la vie civilisée et depuis près de 30 ans parcourait les vastes solitudes de l'Amérique du Nord, ne consentant à entrer dans les villes et les villages que pour vendre les peaux des animaux qu'il avait tués ou renouveler sa provision de poudre et de balles. Le compagnon de Bonaffut, l'aigle volant, était un des chefs les plus renommés de la tribu des Bisons Blancs, une des plus puissantes de la batailleuse nation des Comanches, cette indomptable et féroce nation qui, dans son incommensurable orgueil, s'intitule superbement « La Reine de Prairie », titre que nul autre qu'elle n'ose revendiquer.
L'aigle volant, bien que fort jeune encore puisqu'il avait à peine 25 ans, s'était distingué déjà dans maintes circonstances par de traits d'une audace et d'une témérité tellement inouïe que son nom seul inspirait une invincible terreur aux innombrables hordes indiennes que parcourent sans cesse le désert dans tous les sens. Sa taille était haute, bien prise, parfaitement proportionnée. Ses traits étaient fins, ses yeux noirs, comme la nuit acquérait, sous l'influence d'une émotion forte, cette fixité étrange qui commande le respect. Ses gestes étaient nobles et sa démarche gracieuse empruntait de cette majesté innée chez les Indiens. Le chef était revêtu de son costume de guerre. Ce costume est assez singulier pour mériter une description détaillée. La tête de l'aigle volant était coiffée du Mash Akoub Ashka, Bonek. Seuls les guerriers distingués qui ont tué beaucoup d'ennemis ont le droit de porter. Il est fait de bandes blanches d'hermine ayant part derrière une large pièce, de drap rouge tombant jusqu'au mollet, sur laquelle est attachée une crête droite de plumes d'aigle blanches et noires, qui commence à la tête et se prolonge en rang serré jusqu'au bout. Au-dessus de l'oreille droite, il avait passé dans sa chevelure un couteau de bois peint en rouge et long comme la main. Ce couteau était l'emblème de celui avec lequel il avait tué un chef Dakota. Il portait en outre 8 petites brochettes, en bois, peintes en bleu, et garnies à l'extrémité supérieure d'un clou doré pour indiquer le nombre de coups de feu dont il avait été blessé. Au-dessus de l'oreille gauche, il portait une grosse touffe de plumes de hibou jaune-cette, peinte en rouge à leur extrémité, comme signe de ralliement des Menenochatés, c'est-à-dire la bande des chiens. Son visage était peint moitié en rouge, et son corps en rouge-brun, avec des raies dont la couleur avait été enlevée avec un doigt mouillé. Ses bras, à compter de l'épaule, étaient ornés de 27 raies jaunes, indiquant le nombre de ses hauts faits. Et sur sa poitrine, il avait dessiné avec de la couleur bleue une main, ce qui annonçait qu'il avait souvent fait des prisonniers. Il portait à son cou un magnifique hémato-unknapinadé, collier de griffes d'ours gris, longue de 3 pouces, et blanchâtre la pointe. Ses épaules étaient couvertes de la grande mihihé ou robe de bison, tombant jusqu'à terre et peinte de diverses couleurs. Il avait serré étroitement à la ceinture le wupampihonchi, ou culotte consistant en 2 parties séparées, une pour chaque jambe, descendant jusqu'à la cheville, et brodée à la partie extérieure de piquants de porc épics de couleurs variées, se terminant par une longue touffe traînant par terre. Son boulnoké, large bande de drap rayée de blanc et de noir, s'enroulait autour de ses hanches et retombait devant et derrière elle, longs plis. Ses humpés ou souliers en peau de bison étaient peu ornés, mais il avait attaché au-dessus de la cheville des queues de loup qui traînaient à terre derrière lui et dont le nombre égalait les ennemis qu'il avait vaincus. À son ishparaken, où ceinture pendait d'un côté une poire à poudre, un sac à balles et un couteau à scalper, de l'autre un carquois en peau de panthère garni de flèches longues et acérées, et son tomahawks. Son héroupa, fusil, était posé à terre à portée de sa main. Ce guerrier, revêtu de cet étrange costume, avait quelque chose d'imposant et de sinistre qui inspirait la terreur. Quant à présent, nous nous bornerons à dire que Églantine avait 15 ans au plus, qu'elle était fort belle pour une indienne, et qu'elle portait dans toute son élégante simplicité le sévère costume adopté par les femmes de sa nation. Terminant ici cette description peut-être trop détaillée, mais qui était nécessaire pour connaître les hommes que nous avons mis en scène, nous reprendrons le cours de notre récit.
Depuis longtemps, nos deux personnages fumaient auprès l'un de l'autre sans échanger une parole. Enfin, le Canadien secoua le fourneau de sa pipe sur le pouce de sa main gauche et s'adressant à son compagnon, « Mon frère est-il satisfait ?» demanda-t-il. « Ouah !» répondit l'Indien en baissant affirmativement la tête. « Mon frère a un ami. »« Bon, » reprit le chasseur. « Et que fera maintenant le chef ? L'aigle volant rejoindra sa tribu avec Églantine, puis il reviendra chercher la piste. » Des Apaches. À quoi bon? L'aigle volant veut se venger. À votre aise, chef. Ce n'est certes pas moi qui vous engagerai à renoncer à vos projets contre des ennemis qui sont aussi les miens. Seulement, je crois que vous n'envisagez pas la question à son véritable point de vue. Que veut dire mon frère le guerrier pâle? Je veux dire que nous sommes loin des huttes des Comanches, et qu'avant de les atteindre, nous aurons sans doute plus d'une fois encore maille à partir avec les ennemis, dont le chef se croit peut-être un peu prématurément débarrassé. L'Indien haussa les épaules avec dédain. Les Apaches sont de vieilles femmes, bavardes et poltronnes, dit-il, l'aigle volant les méprise. Possible, reprit le chasseur en hochant la tête. Cependant, à mon avis, nous aurions mieux fait de continuer notre route jusqu'au lever du soleil afin de mettre une plus grande distance entre eux et nous, au lieu de nous arrêter aussi imprudemment ici. Nous sommes bien près encore du camp de nos ennemis. L'eau de feu a bouché les oreilles et fermé les yeux des chiens apaches. Ils dorment étendus sur la terre. Ce n'est pas mon opinion. Je suis au contraire persuadé qu'ils veillent et qu'ils nous cherchent. Au même instant, comme si le hasard avait voulu justifier la crainte du prudent chasseur, une dizaine de coups de feu éclatèrent avec fracas. Un horrible cri de guerre, auquel le Canadien et le Comanche répondirent par un cri de défi sorti du sein de la forêt, et une trentaine d'Indiens apaches se ruèrent en hurlant vers le brasier auprès duquel se tenaient nos trois personnages. Mais ceux-ci avaient subitement disparu, comme par enchantement. Les Apaches s'arrêtèrent avec un frémissement de rage, ne sachant plus quelle direction prendre pour retrouver leurs rusés ennemis. Soudain, 3 coups de feu furent tirés de l'intérieur de la forêt. 3 Apaches roulèrent sur le sol, la poitrine traversée. Les Indiens poussèrent un hurlement de fureur et se précipitèrent dans cela, direction des coups de feu. Au moment où ils arrivaient à lisière de la forêt, un homme en sortit agitant de la main droite une robe de bison en signe de paix. Cet homme était Bonafus le Canadien. Les Apaches s'arrêtèrent avec une hésitation de mauvais augure. Le Canadien, sans paraître remarquer ce mouvement, s'avança résolument vers eux du pas lent et tranquille qui lui était habituel. En le reconnaissant, les Indiens brandirent leurs armes avec colère et voulurent courir sur lui, car ils avaient bien des motifs de haine contre le chasseur. Leur chef les arrêta d'un geste péremptoire. « Que mes fils soient patients, » dit-il avec un sourire sinistre. « Ils ne perdront rien pour attendre. » L'hôte. Le jour même où commence notre récit, à 3 kilomètres environ de l'endroit où se passaient les événements que nous avons rapportés dans notre précédent chapitre, dans une vaste clairière située sur la lisière d'une immense forêt vierge, dont les derniers contreforts venaient mourir sur les rives même du Rio Colorado, une assez nombreuse caravane avait fait halte au coucher du soleil. Cette caravane venait du sud-est, c'est-à-dire du Mexique. Elle paraissait être en marche depuis longtemps déjà, autant qu'il était possible d'en juger par l'état de délabrement dans lequel se trouvait le vêtement des individus qui en faisaient partie, ainsi que l'écharnet de leurs chevaux et de leurs mules.
Du reste, les pauvres bêtes étaient réduites à un état de maigreur et de faiblesse qui témoignait hautement des rudes fatigues qu'elles avaient dû éprouver. Cette caravane se composait de 30 à 35 individus environ, tous revêtus du pittoresque et caractéristique costume de ces chasseurs-ceps gambusinos demi-sang qui, seuls ou par petites bandes de 3 ou 4 au plus, parcourent sans cesse le Far West, qu'ils explorent denses, plus mystérieuses profondeurs pour chasser, trapper ou découvrir innombrables gisements aurifères qu'ils recèlent dans son sein. Les aventuriers firent halte, mirent pied à terre, attachèrent leurs chevaux à des piquets et s'occupèrent immédiatement, avec cette adresse et cette vivacité que donne seule une longue habitude, à installer leur campement de nuit. L'herbe fut arrachée sur un assez grand espace. Les charges des mules empilées en cercle formèrent un rempart derrière lequel on pouvait résister à un coup de main des rôdeurs de la prairie, puis des feux furent allumés en croix de Saint-André dans l'intérieur du camp. Dès que ce dernier soin fut pris, quelques-uns des aventuriers dressèrent une large tente au-dessus d'un palanquin hermétiquement fermé et attelé de 2 mules, une devant, l'autre derrière. La tente dressée, le palanquin fut dételé, et les rideaux, en retombant, le couvrirent si bien qu'il se trouva entièrement caché. Ce palanquin était une énigme pour les aventuriers. Nul ne savait ce qu'il renfermait, bien que la curiosité générale fût singulièrement éveillée au sujet de ce mystère incompréhensible, surtout dans ces parages sauvages. Chacun gardait avec soin ses appréciations et s'espençait au fond de son cœur, surtout depuis le jour que dans un passage difficile, profitant de l'éloignement accidentel du chef de la quadrilla qui ordinairement ne quittait jamais le palanquin, sur lequel il veillait comme un avare sur son trésor, un chasseur s'était penché de côté et avait légèrement entr'ouvert un des rideaux. Mais à peine ces hommes avait-il eu le temps de jeter un coup d'œil furtif à travers l'ouverture ménagée par lui, que le chef, arrivant à l'improviste, lui avait fendu le crâne d'un coup de machette et l'avait renversé mort à ze pied. Puis, il s'était tourné vers les assistants terrifiés et les dominant par un regard fascinateur. « Y a-t-il un autre de vous, avait-il dit, qui veuille découvrir ce que je prétends cacher à tous ?» Ces paroles avaient été prononcées avec un tel accent d'implacable raillerie et de féroce méchanceté que ces hommes de sac et de corde, pour la plupart sans foi ni loi, et accoutumés à braver en riant les plus grands périls, s'étaient sentis frissonner intérieurement et leur sang se figer dans leurs veines. Cette leçon avait suffi. Nul n'avait cherché depuis à découvrir le secret du capitaine. À peine les dernières dispositions étaient-elles prises pour le campement qu'un bruit de chevaux se fit entendre et 2 cavaliers arrivèrent au galop. « Voici le capitaine, ce... » dirent les aventuriers l'un à l'autre. Les nouveaux venus jetèrent la bride de leurs chevaux aux hommes accourus pour les recevoir et se dirigèrent à grands pas vers la tente. Arrive là, le premier s'arrêta et s'adressant à son compagnon, « Caballero, lui dit-il, soyez le bienvenu au milieu de nous. Quoique fort pauvres nous-mêmes, nous partagerons avec joie le peu que nous possédons avec vous. » « Merci, » répondit le second en s'inclinant. « Je n'abuserai pas de votre gracieuse hospitalité. Demain, au point du jour, je serai, je crois, assez reposé pour continuer ma route. Vous agirez comme bon vous semblera. Installez-vous auprès de ce foyer préparé pour moi, tandis que j'entrerai quelques instants sous cette tente. Bientôt je vous rejoindrai et j'aurai l'honneur de vous tenir compagnie. » L'étranger s'inclina et prit place devant le feu allumé à peu de distance de la tente, pendant que le capitaine laissait retomber derrière lui le rideau qu'il avait soulevé et disparaissait aux yeux de son hôte.
Celui-ci était un homme aux traits accentués, dont les membres trapus dénotaient une force peu commune. Les quelques rides qui sillonnaient son visage énergique semblaient indiquer qu'il avait dépassé déjà le milieu de la vie, bien que nulle trace de décrépitude ne se laissât voir sur son corps solidement charpenté et que pas un cheveu blanc n'argentât sa longue et épaisse chevelure noire comme l'aile du corbeau. Cet homme portait le costume des riches hacenderos mexicains, c'est-à-dire la manga, le zarapé aux couleurs bariolées, les calzoneras de velours ouvertes aux genoux et les botas vaqueras. Son chapeau en poil de vigogne galonné d'or avait la forme serrée par une riche toquilla attachée par un diamant de prix. Un machette sans fourreau pendait à sa hanche droite, passé simplement dans un anneau de fer. L'escanon de 2 revolvers à 6 coups brillait à sa ceinture, et il avait jeté sur l'herbe auprès de lui un rifle américain magnifiquement damasquiné en argent. Après que le capitaine l'eut laissé seul, cet homme, tout en s'installant devant le feu de la façon la plus confortable, c'est-à-dire en disposant son zarapé et ses armes d'eau pour lui servir de lit au besoin, jeta autour de lui un regard furtif dont l'expression n'aurait sans doute donné beaucoup à penser aux aventuriers, si ceux-ci avaient pu le surprendre. Mais tous s'occupaient aux soins de l'installation du camp et des préparatifs de leur souper. S'en reposant surtout sur la loyauté de l'hospitalité des prairies, ils ne songeaient aucune façon à surveiller ce que faisait l'étranger assis à leur foyer. L'inconnu, après quelques minutes de réflexion, se leva et s'approcha d'un groupe de trappeurs dont la conversation semblait fort animée et qui gesticulaient avec ce feu naturel aux races du midi. « Eh !» fit un d'eux en apercevant l'étranger, « ce seigneur va, d'un mot, nous mettre d'accord. » Celui-ci, directement interpellé, se tourna vers son interlocuteur. « Que se passe-t-il donc, caballero ?» demanda-t-il. « Oh, mon Dieu, une chose bien simple, » répondit l'aventurier. « Votre cheval, une belle et noble bête. Je dois en convenir, seigneur ne veut pas frayer avec les nôtres. Il fait rage des pieds et des dents contre le compagnon que nous lui avons donné. Et cela est simple, en effet, observa un second aventurier en ricanant. Ce cheval est un costeño. Il est trop fier pour frayer avec de pauvres tierras intérieures comme nos chevaux. » À cette singulière raison, tous éclatèrent d'un rire homérique. L'inconnu sourit d'un air narquois. « Peut-être est-ce la raison que vous avancez, peut-être y en a-t-il une autre, dit-il doucement. Dans tous les cas, il y a un moyen bien facile de terminer le différend, moyen que je vais employer. »« Ah !» fit le second aventurier, « et quel est-il ?»« Le voici, » reprit l'inconnu, du même air placide, s'avançant alors vers le cheval que 2 hommes avaient à peine à contenir. « Lâchez-le, » dit-il. « Mais si nous le lâchons, nul ne sait ce qui arrivera. Lâchez-le, je réponds de tout. » Puis, s'adressant au cheval, « Lélio, dit-il. » À ce nom, le cheval releva sa noble tête et, fixant son œil intelligent sur celui qui l'appelait, d'un mouvement brusque et irrésistible, il se débarrassa des 2 hommes qui cherchaient à l'arrêter, les envoya rouler sur l'herbe, aux éclats de rire de leurs compagnons, et vint frotter sa tête contre la poitrine de son maître en poussant un hennissement de plaisir. « Vous voyez, » reprit l'inconnu en flattant le noble animal, « que ce n'est pas difficile. »« répondit d'un ton de mauvaise humeur, en se frottant l'épaule le premier aventurier qui se relevait. « C'est un démonio auquel je ne confierai pas ma peau, toute vieille et toute racornie qu'elle soit à présent. Ne vous en occupez pas davantage, je me charge de lui. Foi de Domingo, j'en ai assez pour ma part. C'est une noble bête, mais elle a le diable au corps. » L'inconnu haussa les épaules sans répondre et retourna auprès du foyer suivi par son cheval, qui marchait pas à pas derrière lui, sans témoigner la moindre velléité de se livrer de nouveau à ces excentricités qui avaient si fort étonné
Les aventuriers, tous hommes cependant passés maîtres dans l'art de l'hippiatrique. Ce cheval était un barbe pur sang arabe qui avait probablement coûté une somme énorme à son propriétaire actuel et dont les allures devaient sembler étranges à des gens habitués aux chevaux américains. Son maître lui donna la provende, l'installa auprès de lui, puis il se rassit devant le feu. Au même instant, le capitaine apparut à l'entrée de la tente. « Je vous demande pardon, » dit-il avec cette charmante courtoisie innée chez les Hispano-Américains. « Je vous demande pardon, Señor Caballero, de vous avoir si longtemps négligé, mais un devoir impérieux réclamait ma présence. Maintenant me voici tout à vous. » L'inconnu s'inclina. « C'est moi, » répondit-il, qui vous prie, au contraire, d'agréer mes excuses pour le sans-façon avec lequel j'use de votre hospitalité. Pas un mot de plus sur ce sujet, si vous ne voulez me désobliger. Le capitaine s'assit auprès de son hôte. « Nous allons dîner, » dit-il. « Je ne puis vous offrir qu'une maigre pitance, mais à la guerre comme à la guerre, j'en suis réduit à la portion congrue, c'est-à-dire au tasajo et aux haricots. Rouge au piment. C'est délicieux, et certes, j'y ferais honneur si je me sentais le moindre appétit. Mais en ce moment, il me serait impossible de porter la plus légère bouchée de quoi que ce soit à ma bouche. »« Ah !» fit le capitaine en lançant à l'inconnu un regard défiant. Mais il rencontra une physionomie si naïvement placide, un sourire si franc qu'il eut honte de ses soupçons, et son visage, qui s'était embruni, reprit instantanément toute sa sérénité. « J'en suis fâché. Je vous demanderai alors la permission de dîner seul. Car au contraire de vous, Caballero, je vous confesse que je me meurs littéralement de faim. Je serais désespéré de vous occasionner le moindre retard. »« Domingo !» cria le capitaine, « mon dîner, l'aventurier que le cheval de l'inconnu avait, si rudement secoué, ne tarda pas à arriver en traînant la jambe et portant, dans une écuelle en bois, le souper de son chef. Quelques tortillas de maïs, qu'il tenait à la main, complétaient ce repas d'une sobriété presque claustrale. Domingo était un métis indien, à l'air rechigné, aux traits anguleux et à la physionomie sournoise. Il paraissait avoir à peu près 50 ans, autant qu'il est possible de juger de l'âge d'un Indien par l'apparence. Depuis sa mésaventure avec le cheval, Domingo gardait rancune à l'inconnu. « Con su permiso » dit le capitaine en rompant une tortilla. « Je fumerai une cigarette, ce qui sera encore vous tenir compagnie, » répondit l'étranger avec son éternel sourire. L'autre s'inclina poliment et attaqua son maigre repas avec cette vivacité qui dénote une longue abstinence. Nous saisirons cette occasion pour faire au lecteur le portrait du chef de la caravane, Don Miguel Ortega, nom sous lesquels il était connu de ses compagnons, était un élégant et beau jeune homme de 26 ans au plus, au teint bronzé, aux traits fins, à l'œil fier et brillant, dont la taille élevée, les membres bien attachés, la poitrine large et bombée dénotaient une rare vigueur. Certes, dans toute l'étendue des anciennes colonies espagnoles, il aurait été difficile, sinon impossible, de rencontrer un plus séduisant cavalier, portant mieux le pittoresque costume mexicain, plus ombre de Acabalo, et réunissant aussi au même degré que lui ces avantages extérieurs qui charment les femmes et entraînent le vulgaire. Cependant, pour un observateur, Don Miguel avait une trop grande profondeur dans l'œil, un froncement trop rude du sourcil et un sourire trop faux et trop perfide pour que, sous ses dehors séduisants, cet homme ne cachât pas une âme atrophiée et des instincts mauvais. Un repas de chasseur assaisonné par l'appétit n'est jamais long. Celui-ci fut promptement expédié. « Là !» fit le capitaine en s'essuyant les doigts avec une touffe d'herbe.
Maintenant une cigarette afin de faciliter la digestion, puis j'aurai l'honneur de vous souhaiter le bonsoir. Vous n'avez pas, sans doute, l'intention de nous quitter avant le point du jour. Je ne saurais vous le dire. Cela dépendra un peu du temps qu'il fera cette nuit. Je suis assez pressé, et vous le savez, caballero, ainsi que le disent si justement les gringos, nos voisins, le temps est de l'argent. Mieux que moi, caballero, vous savez ce que vous avez à faire. Agissez à votre guise seulement avant que je me retire, veuillez agréer mes souhaits de bonne nuit et de bonne réussite dans vos projets. Je vous remercie, caballero. Un dernier mot, ou plutôt une dernière question avant de nous séparer. Faites, et bien entendu que si cette question vous paraît indiscrète, vous êtes parfaitement libre de ne pas y répondre. Cela m'étonnerait de la part d'un caballero aussi accompli. Veuillez donc vous expliquer. Je me nomme Don Miguel Ortega, et moi, Don Stefano Coecho. Le capitaine s'inclina. Me permettez-vous à mon tour, reprit l'étranger, de vous adresser une question? Je vous en prie. Pourquoi cet échange de noms? Parce que, dans la prairie, il est bon de pouvoir distinguer ses ennemis de ses amis. C'est juste. Maintenant, je suis certain de ne pas vous compter parmi les premiers. Quien? Sab, repartit en riant Don Stefano, il y a de si étranges chasards. Les deux hommes, après avoir encore échangé quelques mots de la façon la plus amicale, se serrèrent cordialement la main. Don Miguel rentra sous la tente, et Don Stefano, après s'être étendu les pieds au feu, s'endormit, ou du moins ferma les yeux. 1 heure après, le silence le plus complet régnait dans le camp. Les feux ne jetaient plus qu'une lueur douteuse, et les sentinelles, appuyées sur leurs rifles, se laissaient elles-mêmes aller à cette espèce de vague somnolence qui n'est pas encore le sommeil, mais qui déjà n'est plus la veille. Soudain un hibou, caché probablement dans un arbre voisin, poussa à 2 reprises son houlement mélancolique. Don Stefano ouvrit subitement les yeux. Sans changer de position, il assura par un regard investigateur que tout était tranquille autour de lui. Puis, après s'être convaincu que son machette et ses revolvers ne l'avaient pas quitté, il saisit son rifle et imita à son tour le cri du hibou. Un cri pareil lui répondit. L'étranger, après avoir accommodé son zarapé de façon à imiter un corps humain, dit, en le flattant à voix basse, quelques mots à son cheval, afin de le tranquilliser et de lui faire prendre patience, et allongeant. Sur le sol, il se dirigea en rampant doucement vers une des issues du camp, s'arrêtant par intervalles afin de jeter un regard autour de lui. Tout continuait à être calme. Arrivé au pied du retranchement formé par le charge des mules, il se redressa, franchit l'obstacle d'un bond de tigre et disparut dans la prairie. Au même instant, un homme se releva, sauta par-dessus le retranchementé, s'élança à sa poursuite. 7. Homme était Domingo Pointreur, colloque dans la nuit. Don Stefano Coecho semblait parfaitement connaître le désert. Dès qu'il fut dans la prairie, et ainsi qu'il le croyait, à l'abri de toute investigation fâcheuse, il releva fièrement la tête. Sa démarche se fit plus assurée, son œil brilla d'un feu sombre, et il s'avança à grands pas vers un bouquet de palmiers, dont les maigres parasols offraient pendant le jour un abri précaire contre les rayons ardents du soleil. Cependant, il ne négligeait aucune précaution. Parfois, il s'arrêtait brusquement pour prêter l'oreille au moindre bruit suspect ou pour interroger d'un regard investigateur les sombres profondeurs du désert, puis, après quelques secondes, rassuré par le calme qui régnait autour de lui, il reprenait sa marche de ce pas délibéré qu'il avait adopté en quittant le camp. Domingo, pour nous servir de l'expression indienne, marchait littéralement dans ses pas.
épiant et surveillant chacun de ses mouvements avec cette sagacité particulière aux métis, tout en ayant bien soin d'être toujours à l'abri d'une surprise de la part de l'homme qui l'espionnait. Domingo était une de ces natures comme il ne s'en rencontre que trop sur les frontières, douée de grandes qualités et de grands vices, aussi bonne pour le bien que pour le mal, capable d'accomplir des choses extraordinaires dans un sens comme dans l'autre, mais qui, la plupart du temps, ne se laissent guider que par leur mauvais instinct. Il suivait en ce moment l'étranger sans se rendre positivement compte du motif qui le faisait agir, ne sachant pas encore lui-même s'il serait pour ou contre lui, attendant pour se décider que la position se dessina nettement et qu'il eût pesé l'avantage qu'il retirerait d'une trahison ou de l'accomplissement de ses devoirs. Aussi évitait-il avec soin de laisser soupçonner sa présence. Il devinait que le mystère qu'il voulait découvrir lui offrirait, s'il parvenait à le découvrir, de grands avantages, surtout s'il savait l'exploiter. Et dans le doute, il ne s'abstenait pas mais agissait de façon à ne pas compromettre la découverte de ce précieux secret. Les deux hommes marchèrent ainsi près d'une heure à la suite l'un de l'autre, sans que Don Stefano soupçonnât une seconde qu'il était aussi finement épié et que l'un des plus adroits coquins des prairies était sur ses talons. Après des tours et des détours sans nombre dans les hautes herbes, Don Stefano arriva sur la rive même du Rio Colorado, qui en cet endroit coulait large et calme comme un lac sur un lit de sable bordé par d'épais bouquets de cotonniers et par de hauts peupliers dont les racines plongeaient dans l'eau. Arrivé là, l'inconnu s'arrêta, prêta l'oreille un instant, et portant ses doigts à sa bouche, il imita le glapissement du coyote. Presque immédiatement le même cri s'éleva du milieu des palétuviers, et une légère pirogue faite d'écorce, de bouleau, conduite par deux hommes, apparut sur la rive. « Et, fit don Stefano d'une voix contenue, je désespérais de vous rencontrer. N'avez-vous donc pas entendu notre signal ?» répondit un des individus de la pirogue. « Serais-je venu sans... »« C'est là !» Seulement, il me semble que vous auriez pu vous avancer un peu au-devant de moi. Ce n'était pas possible. La pirogue s'engrava alors dans le sable, les deux hommes sautèrent légèrement à terre, et en un instant, ils eurent rejoint don Stefano. Tous, deux portaient le costume et les armes des chasseurs de la prairie. Reprit don Stefano. La route est longue du camp pour venir jusqu'ici. Je crains que l'on s'aperçoive de mon absence. C'est un risque qu'il vous faut courir, répondit celui qui déjà avait parlé, homme de haute taille, à la figure ouverte, à la physionomie grave et sévère, et dont les cheveux blancs, comme la neige, tombaient en longues boucles sur les épaules. Enfin, puisque vous voilà, expliquons-nous et surtout soyons brefs, le temps est précieux. Qu'avez-vous fait depuis notre séparation? Pas grand-chose. Nous vous avons suivi de loin, voilà tout, prêt à vous venir en aide si besoin était. Merci. Pas de nouvelles? Aucune. Qui aurait pu nous en donner? C'est juste. Et votre ami Bonafus, l'avez-vous découvert? Non. Cuerpo de Cristo. Ceci est contrariant, car si mes pressentiments ne me trompent pas, bientôt il nous faudra jouer. Des couteaux. On en jouera. Je le sais, Balfranche. Je connais de longue date votre courage. Mais vous, Ruperto, votre camarade et moi, nous ne sommes que 3 hommes, en résumé de compte. Qu'importe. Comment? Qu'importe. Lorsqu'il s'agit de combattre contre 30 ou 40 chasseurs aguerris, en vérité, Balfranche, vous me rendrez fou avec vos idées. Vous ne doutez de rien. Songez donc que cette fois, nous n'avons pas à lutter contre des Indiens mal armés, mais contre des Blancs, des bandits de sacs et de cordes, qui se feront tuer sans reculer d'un pouce, et que nous succomberons inévitablement.
C'est vrai, je n'y avais pas réfléchi, ils sont beaucoup. Nous morts, que deviendraient-elles? Bon, bon, reprit le chasseur en secouant la tête, je vous répète que je n'y songeais pas. Vous voyez donc bien qu'il est indispensable que nous nous entendions avec bon affût et les hommes dont il peut disposer. Oui, mais allez donc trouver, à point nommé dans le désert, la piste d'un homme comme Bonaffut? Qui sait où il se trouve en ce moment? Il peut n'être qu'à une portée de fusil de nous comme en être éloigné de 500 milles. C'est à en devenir fou. Le fait est que la position est grave. Êtes-vous au moins sûr cette fois de ne pas vous être trompé et de tenir la bonne? Piste, je ne puis rien assurer encore, bien que tout me fasse supposer que je ne me trompe pas, mais rapportez-vous-en à moi. Je saurai bientôt à quoi m'en tenir. Du reste, ce sont les mêmes traces que celles que nous suivons depuis Montreuil. Il y a des chances que ce soit eux. Que résolvons-nous? Dame, je ne sais que vous dire. Vous êtes désespérant sur ma parole. Comment? Vous ne pouvez me suggérer aucun moyen. Il me faudrait d'abord une certitude, et puis, vous l'avez dit vous-même, à nous trois, ce serait folie de tenter ceci. Coup de main. Vous avez raison, je retourne au camp. La nuit prochaine, nous nous reverrons, je serai bien malheureux, si cette fois je n'ai pas découvert ce qui nous importe tant de savoir. Vous, pendant ce temps-là, cherchez, furetez, fouillez la prairie dans tous les sens, et si cela est possible, ayez-moi des nouvelles de Bonaffut. Cette recommandation est inutile. Je ne demeurerai pas inactif. Don Stefano saisit la main du vieux chasseur et la pressant fortement entre les siennes. Balle franche, lui dit-il d'une voix émue, je ne vous parlerai pas de notre vieille amitié, ni des services que plusieurs fois j'ai été assez heureux pour vous rendre, je vous répéterai seulement, et je sais qu'avec vous cela suffira, c'est que du succès de notre expédition dépend le bonheur de ma vie. Bon, bon, ayez confiance en moi, don José. Je suis trop vieux pour changer d'amitié. Je ne sais qui a tort ou raison dans cette affaire. Je souhaite que la justice soit de votre côté. Mais cela ne m'occupe pas. Quoi qu'il arrive, je vous serai fidèle et bon compagnon. Merci, mon vieil ami, à la nuit prochaine. Après avoir dit ces quelques mots, Don Stefano, ou du moins celui qui se faisait appeler ainsi, fit un mouvement pour s'éloigner, mais d'un geste brusque, Balle franche l'arrêta. « Qui a-t-il » demanda l'étranger. Le chasseur posa l'index de sa main droite sur sa bouche pour lui recommander le silence, et se tournant vers Ruperto qui avait assisté, impassible et silencieux, à l'entretien. « Ô coyote » lui dit-il d'une voix basse et inarticulée. Sans répondre, Ruperto bondit comme un jaguar et disparut dans un buisson de cotonniers qui se trouvait à peu de distance. Au bout de quelques instants, les deux hommes qui étaient demeurés le corps penché en avant, dans l'attitude de gens qui écoutent, mais, sans prononcer une parole, entendirent un froissement de feuilles, un bruit de branches brisées suivi de la chute d'un corps lourd sur le sol, puis plus rien. Presque aussitôt, le cri de la chouette s'éleva dans la nuit. « Ruperto, nous appelle, » dit alors Balle franche. « Tout est fini. »« Que s'est-il donc passé ?» demanda Don Stefano avec inquiétude. « Moins que rien, » répliqua le chasseur, en lui faisant signe de le suivre. « Vous aviez un espion à vos trousses, voilà tout. »« Un espion? Pardieu! Vous allez le voir. »« Oh, oh, ceci est grave. Moins que vous le supposez, puisque nous le tenons. Oui, mais alors il nous faudra donc tuer cet homme. Qui sait? Cela dépendra probablement de l'explication que nous aurons avec lui. Dans tous les cas, ce n'est pas un grand mal d'écrasère de semblables vermines. Tout en parlant ainsi, Balle franche et son compagnon avaient pénétré dans le buisson. Domingo, renversé et garrotté étroitement au moyen de la reata de Ruperto, se débattait vainement pour rompre les liens qui lui entraient dans les chairs.
Ruperto, les deux mains réunies sur le canon de son rifle dont la crosse reposait à terre, écoutait en ricanant mais sans lui répondre le flot d'injures et de récriminations que la rage arrachait au métis. « Dieu me empare », disait celui-ci, en se tordant comme une vipère, « Verdugo del demonio. Est-ce ainsi que l'on agit entre jantes de rason? Suis-je donc un peau rouge pour me ficeler comme une carotte de tabassette, me serrer les membres comme à un veau que l'on mène à l'abattoir? Si jamais tu tombes entre mes mains, chien maudit, tu me payeras le tour que tu m'as joué. » « Au lieu de menacer, mon brave homme, » dit Balfranche en intervenant, « il me semble que vous feriez mieux de convenir loyalement que vous êtes entre nos mains et d'agir en conséquence. » Le bandit tourna brusquement la tête, la seule partie du corps qu'il avait de libre vers le chasseur. « Vous avez bon air à m'appeler brave homme et à me donner des conseils, vieux trappeur de rats musqués, » lui dit-il brutalement. « Êtes-vous des Blancs ou des Indiens pour traiter ainsi un chasseur? Si, au lieu de chercher à entendre ce qui ne vous regardait pas, digne Seigneur Domingo, c'est ainsi qu'on vous nomme, je crois, dit Don Stefano d'un air narquois. Si vous étiez, restez tranquillement à dormir dans votre camp. Le petit désagrément dont vous vous plaignez ne vous serait pas arrivé. Je dois reconnaître la justesse de votre raisonnement, reprit le bandit avec ironie. Mesdames, que voulez-vous? J'ai toujours eu la manie de chercher à apprendre ce qu'on voulait me cacher. L'étranger lui lança un regard soupçonneux. « Et avez-vous depuis longtemps cette manie, mon bon ami ?» dit-il. « Depuis ma plus tendre jeunesse, » répliqua-t-il effrontément. « Voyez-vous, cela, vous avez dû apprendre bien des choses, alors. »« Énormément, mon bon seigneur. » Don Stefano se tourna vers Balfranche. « Mon ami, lui dit-il, desserrez donc un peu les liens de cet homme. Il y a tout à gagner en sa compagnie. Je désire jouir quelques instants de sa conversation. » Le chasseur exécuta silencieusement l'ordre qui lui était donné. Le bandit poussa un soupir de satisfaction en se sentant moins gêné et se releva sur son séant. « Cuerpo de Cristo !» s'écria-t-il avec un accent railleur. « Au moins maintenant la position est tenable, on peut causer. » « N'est-ce pas? Ma foi, oui, je suis bien à votre service pour tout ce que vous voudrez, seigneurie. Alors je profiterai de votre complaisance. Profitez, seigneurie, profitez. Je ne puis que gagner à causer avec vous. Croyez-vous? J'en suis convaincu. Au fait, vous pourriez avoir raison. Dites-moi, à part cette noble curiosité dont vous m'avez si franchement fait l'aveu, n'auriez-vous pas par hasard d'autres petits défauts? Le bandit eut l'air de chercher consciencieusement pendant 2 ou 3 minutes dans sa tête, puis il répondit en faisant l'agréable. « Ma foi non, seigneurie, je ne vois pas. En êtes-vous sûr? » Il se pourrait, mais pourtant, je ne crois pas. Là, vous le voyez, vous n'en êtes pas sûr? Au fait, c'est vrai, s'écria le bandit avec une feinte franchise. Vous le savez, seigneurie, la nature humaine est si incomplète. Don Stefano fit un geste d'assentiment. Si je vous aidais, dit-il, peut-être que nous trouverions, n'est-ce pas, seigneurie, interrompit vivement Domingo. Eh bien, aidez, aidez, je ne demande pas mieux, moi. Ainsi, par exemple, remarquez bien que je n'affirme rien, je suppose, voilà tout. Carré, je le sais bien, allez, seigneurie, ne vous gênez pas. Ainsi dis-je, n'auriez-vous pas un certain faible pour l'argent, pour l'or surtout, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'aussi l'or est bien tentant, seigneurie. Je ne vous en fais pas un crime, mon ami, je me borne à constater. Du reste, cette passion est si naturelle, n'est-ce pas, que vous devez en être atteint. Eh bien, je vous avoue, seigneurie, que vous avez deviné. Voyez-vous, j'en étais sûr.
Oh, l'or gagné honnêtement. Cela va sans dire. Ainsi, par exemple, supposons que quelqu'un vous offrit 1000 piastres pour découvrir le secret du palanquin de Don Miguel Ortega. Dame, fit le bandit en fixant un clair regard sur l'étranger qui, dès son côté, l'examinait attentivement. Et si ce quelqu'un, continua Don Stefano, vous donnait en sus, comme arrêt du marché, une bague comme celle-ci. En disant ces paroles, il faisait chatoyer un magnifique diamant oxyeux du bandit. J'accepterai, cuerpo de Cristo, s'écria celui-ci avec un accent de convoitise, dussé-je, pour découvrir ce secret, compromettre à jamais la part que j'espère en paradis. Don Stefano se tourna vers Balfranche. « Déliez cet homme, dit-il froidement. Nous nous entendons. En médecin solidaire, se sentant libre, le métis fit un bond de joie. La bague, dit-il. La voilà, fit Don Stefano en la lui remettant. C'est convenu? Domingo croisa le pouce de sa main droite sur celui de sa main gauche et redressant fièrement la tête. Sur la sainte croix du Rédempteur, dit-il d'une voix ferme et accentuée, je jure de faire tous mes efforts pour découvrir le secret. Don Miguel cache si jalousement. Je jure de ne jamais trahir le caballero avec lequel je traite en ce moment. Ce serment, je le fais devant les 3 caballeros ici présents, m'engageant, si je le faussais, à subir sans me plaindre telle peine, fût-ce la mort, qu'il plaira à ces 3 caballeros de m'infliger. Le serment fait par Domingo est le plus redoutable que puisse prononcer un hispano-américain. Il n'y a pas d'exemple qu'il ait été jamais faussé. Don Stefano s'inclina convaincu de la loyauté du bandit. Soudain, plusieurs coups de feu, suivis de cris horribles, éclatèrent à peu. De distance, Balfranche tressaillit. « Don José, dit-il à l'étranger en lui posant la main sur l'épaule, Dieu nous favorise. Retournez au camp. La nuit prochaine, je vous apprendrai probablement du nouveau. Mais ces coups de feu, ne vous en inquiétez pas, retournez au camp, vous dis-je, et laissez-moi agir. Allons, puisque vous le voulez, je me retire. À demain. À demain. Et moi, fit Domingo. Caramba, compagnon, si vous allez jouer du couteau, ne pourriez-vous pas me prendre avec vous? Le vieux chasseur le regarda attentivement. « Eh » fit-il au bout d'un instant, « votre idée n'est pas mauvaise. Venez donc, puisque vous le désirez. À la bonne heure donc, voilà un prétexte tout trouvé pour justifier mon absence. » Don Stefano sourit. Après avoir une dernière fois rappelé à Balfranche leur rendez-vous pour la nuit suivante, il quitta le buisson et se dirigea vers le camp. Les 2 chasseurs et le métis demeurèrent seuls. À l'endroit où se trouvèrent les 3 chasseurs, nous l'avons dit déjà, le Rio Colorado formait une large nappe dont les eaux argentées serpentaient à travers une contrée superbe et pittoresque. Parfois, sur l'une ou l'autre rive, le sol s'élevait presque subitement en montagne hardie d'un aspect grandiose. D'autres fois, il se déroulait en rives de fraîches et riantes prairies couvertes d'une luxuriante végétation, ou en vallons gracieux et ondulés, fourrés d'arbres de toutes sortes. C'était dans l'un de ces vallons que la pirogue de Balfranche avait abordé. Abritée de toutes parts par les hautes futaies qui les enveloppaient d'un épais rideau de verdure, les chasseurs auraient échappé, même pendant le jour, aux investigations des curieux ou des indiscrets qui auraient tenté de les surprendre, à cette heure avancée de la nuit, aux rayons tremblotants de la lune, qui ne parvenaient jusqu'à eux que tamisés par le dôme de feuilles qui les cachait. Ils pouvaient se considérer comme étant complètement en sûreté. Rassuré par la force de sa position, Balfranche, dès que Don Stefano l'eut quitté, dressa son plan de campagne avec cette lucidité que peut seule donner une longue habitude de la vie du désert. « Compagnon,
dit-il au métis. Connaissez-vous la prairie? Pas autant que vous, certainement. Vieux trappeur, répondit modestement celui-ci, mais assez cependant pour vous être d'un bon secours dans l'expédition que vous voulez tenter. J'aime cette façon de répondre. Elle dénote le désir de bien faire. Écoutez-moi attentivement. La couleur de mes cheveux et les rides qui sillonnent mon visage vous disent assez que je dois posséder une certaine expérience. Ma vie entière s'est écoulée dans les bois. Il n'y a pas un brin d'herbe que je ne connaisse, un bruit dont je ne puisse me rendre compte, une empreinte que je ne sache découvrir. Il y a quelques instants, plusieurs coups de feu ont éclaté non loin de nous. Le cri de guerre des Indiens a été poussé. Parmi ces coups de feu, je suis certain d'avoir reconnu le son du rifle d'un homme pour lequel je professe la plus chaleureuse amitié. Cet homme est en danger en ce moment. Il combat contre les Apaches qui l'ont surpris et attaqué pendant son sommeil. Le nombre des coups de feu me fait supposer que mon ami n'a avec lui que 2 compagnons. Si nous ne lui venons pas en aide, il est perdu, car ses adversaires sont nombreux. Le coup de main que je veux tenter est presque désespéré. Nous avons toutes les chances contre nous. Réfléchissez avant que de répondre. Êtes-vous toujours résolu à nous accompagner, Ruperto et moi, en un mot à risquer votre chevelure en... Notre compagnie? Bah, fit insoucieusement le bandit, on ne meurt qu'une fois. Peut-être ne retrouverai-je jamais une aussi belle occasion de mourir honnêtement. Disposez de moi, vieux trappeur. Je suis à vous corps et âme. Bien, je m'attendais à cette réponse. Cependant, mon devoir était de vous avertir du danger qui vous menaçait. Maintenant, ne parlons pas davantage et agissons, car le temps presse et chaque minute que nous perdons est un siècle pour celui que nous voulons sauver. Marchez dans mes moccasins, ayez l'œil et l'oreille au guet, surtout soyez prudents et ne faites rien sans mon ordre. Partons. Après avoir visité avec soin l'amorce de son rifle, précaution imitée par ses 2 compagnons, Balfranche s'orienta pendant quelques secondes, puis avec cet instinct des chasseurs qui chez eux est presque une seconde vue, il s'avança d'un pas rapide, bien que silencieux, dans la direction du combat, en invitant d'un geste les 2 hommes à le suivre. La suite dans un prochain épisode, abonne-toi.